Bonjour tout le monde, je m'appelle Olivier Duvert. Je vous propose qu'on attende encore une minute parce que les connexions continuent à se faire. Donc voilà, ça monte, ça monte. Donc je vous propose une petite minute d'attente avant de démarrer. Merci de votre patience. Bien, mais écoutez, les connexions voilà, viennent de se stabiliser. Donc je vous propose que l'on débute ce webinaire. Nous sommes ensemble pour environ 45 minutes. Vous avez accès à un chat sur le côté pour poser vos questions. On y répondra en fin de présentation. Donc, pour l'instant, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur ce chat. C'est parti. Petite présentation rapide de qui est Nouvelle Route pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Nouvelle Route est un organisme de formation à l'éco-conduite et à la prévention du risque routier que j'ai créé en 2007 et qui aujourd'hui intervient sur la France entière avec un réseau d'agences qui sont positionnées sur des départements ou des régions et un réseau de formateurs formés à nos méthodes sur l'ensemble de la France, qui fait qu'on rayonne sur l'ensemble de la France. Aujourd'hui, pour ce webinaire, vous aurez deux interlocuteurs que vous devez voir en bas de l'écran. Donc moi-même, Olivier Duvert, qui suis le responsable de Nouvelle Route du siège. Et bonjour à tous, Laurent, je suis le franchisé Nouvelle Route pour tout ce qui est les régions Île-de-France et les régions PACA. Et en plus, j'aide Olivier sur ma compétence qui est tout ce qui est spécialisé dans l'électromobilité et tout ce qui est la transformation aussi des parcs automobiles suivant les différentes réglementations qui arrivent. Voilà. Merci Laurent. Avant de débuter, de rentrer dans le fond, juste en introduction, à l'issue de ce webinaire, bien évidemment, vous pourrez télécharger le replay. Un mail vous sera envoyé directement par la plateforme pour vous permettre de le télécharger. Et nous vous enverrons en cadeau un petit livret de 24 conseils en lien avec l'éco-conduite et la prévention du risque routier. Voilà, donc on peut continuer. Ah oui, j'oubliais aussi, pardon, en fin de webinaire, on vous parlera de notre prochain webinaire qui aura lieu à peu près sous un mois. Alors, pourquoi nous avons choisi de faire ce webinaire?
puisque nous sommes convaincus que l'éco-conduite et la prévention du risque routier sont très liés. C'est-à-dire que quand on forme à l'éco-conduite, on a des bénéfices économiques, écologiques, mais on a aussi une réduction de l'accidentalité. C'est pour cela que nous faisons ce webinaire pour vous montrer, avec un jeu de comparatif, comment l'éco-conduite vient agir sur la prévention du risque routier. Alors, l'éco-conduite, c'est quoi? Petit sondage pour voir qui nous suit, enfin pas vraiment qui nous suit, pardon, mais ce que vous connaissez de l'éco-conduite, avec une petite question, savoir si vous avez déjà suivi une formation à l'éco-conduite. Vous avez sur la question, je me permets Olivier, vous avez sur la droite de l'écran un petit onglet sondage où vous allez avoir le sondage qui est là et on vous invite à répondre. Je laisse quelques secondes pour répondre. Allez, on peut enchaîner. Définition d'abord rapide de ce qu'est l'éco-conduite, ou la conduite économique, ou la conduite éco-responsable. Ça porte plusieurs noms. Le principe, l'idée de l'éco-conduite, c'est de se rendre le plus rapidement possible où l'on doit aller. Cette première remarque peut paraître surprenante, mais l'éco-conduite, c'est aussi faire en sorte de prendre son véhicule uniquement quand c'est nécessaire pour ne pas encombrer les routes. Ça veut dire qu'on le prend seulement quand on en a besoin, on prend son véhicule seulement quand on en a besoin, mais aussi on essaye de ne pas, entre guillemets, traîner sur la route. Bien évidemment, le plus rapidement possible veut dire aussi de respecter le code de la route et les contraintes routières, la charge, et pour cela, on adapte sa conduite et en résultat, on consomme et on pollue le moins possible. Ce qu'on va vous montrer d'abord sur l'éco-conduite, c'est que l'éco-conduite n'est pas une conduite lente ni pépère. C'est une conduite qui est vraiment active et dynamique dans la gestuelle et dans le comportement routier. Et ensuite, on passera effectivement au comparatif. 3 principes majeurs de l'éco-conduite. Une partie d'accélération franche, on va vous montrer dans un graphique ensuite qu'est-ce qu'on entend par accélération franche, mais l'idée est d'utiliser au maximum la capacité du moteur, c'est-à-dire sa capacité à vous donner le plus d'élan possible dans une accélération pour pouvoir, principe numéro 2, changer de rapport le plus rapidement possible pour atteindre ensuite en 3e des temps où le véhicule est lancé, roule sur son élan et du coup ne consomme pas. À ce moment-là, quand on lève le pied, on est en coupure, c'est-à-dire que le véhicule roule, utilise son inertie, mais ne consomme pas. C'est ce qu'on appelle aussi le frein moteur, c'est ça Olivier? Voilà, c'est le véhicule ralenti, puisque le moteur le ralentit, mais le moteur ne consomme pas. Il ne consomme même pas son ralenti, en fait. Petit schéma pour expliquer ceci en image. Schéma du haut, une conduite classique, faite par la majeure partie des gens, c'est-à-dire que l'accélération est progressive et longue, puisqu'on nous a souvent appris qu'il ne fallait pas accélérer fort parce que c'était à ce moment-là que l'on consomme, ce qui est vrai dans la notion mécanique. Mais le schéma classique, c'est on accélère de manière progressive et longue, on voit un feu rouge à l'horizon, on lève le pied, on freine, on ralentit et on s'arrête. Le principe de l'éco-conduite va être de consommer plus dans un premier temps avec une accélération plus franche. Et effectivement, la consommation monte, mais très rapidement, on arrive à la vitesse stabilisée que l'on souhaite. Et là, effectivement, comme on est sur un rapport de boîte assez élevé, la consommation baisse
beaucoup. On a mis 3 litres, ça peut être 4 litres sur un véhicule, ça peut être un petit peu moins sur un autre véhicule. Et en fait, comme c'est une conduite active, on regarde loin devant et donc on lève le pied plus tôt quand on voit le feu rouge. Donc on décélère, consommation zéro, et on freine, consommation zéro. Au bout du compte, ce comportement-là va vous faire économiser en moyenne 15% de carburant et donc 15% de rejets polluants aussi, puisqu'ils sont assez proches en termes de rejet. Petit sondage sur la droite pour voir si vous imaginez en euros, puisque là on vient de parler de pourcentage de consommation, en euros, ce que cela peut représenter par an pour un conducteur entre la consommation et la réduction de l'usure de certaines pièces d'usure, que sont les pneus, les plaquettes de frein, par exemple. Je vous laisse répondre au petit sondage et on passe aux apports combinés entre l'éco-conduite et la prévention du risque routier. Alors, pour cette présentation combinée, on va intervenir à deux avec Laurent. Je vais vous présenter par rapport à une thématique donnée ce que cela apporte en éco-conduite et Laurent va vous présenter ce que cela apporte en prévention du risque routier, en réduction de l'accidentalité. Alors, premier élément, quand on forme à l'éco-conduite, on augmente l'attention portée à la conduite. C'est une conduite plus attentive, plus concentrée. Ce qui fait qu'en éco-conduite, puisqu'on est attentif et concentré, on évite les à-coups de conduite. On va obtenir une conduite plus fluide, plus souple, pas forcément plus lente. On est à une vitesse équivalente en éco-conduite qu'en conduite normale et habituelle, mais la conduite est plus fluide parce qu'on a une attention sur tout ce qui se passe dans la conduite et autour du véhicule. Laurent? Alors, au niveau du risque routier, en vérité, ce que l'on va faire, c'est qu'on va réduire l'accidentalité liée à l'inattention, car on va avoir une lecture de la route qui va être totalement différente. D'accord? On va essayer de détecter les zones bien plus loin que le bout de notre nez, du capot et juste de la voiture qui est devant. Et on va essayer de prendre en compte tout un certain nombre d'éléments, de zones dans lesquelles on va rentrer. Et du coup, on va augmenter cette bulle de sécurité que vous pouvez avoir autour de votre voiture. Souvent, les gens se rendent pas compte, mais analysent relativement mal tout ce que l'on a autour de nous. Et moi, il m'arrive relativement souvent lors des formations, quand je vois que les personnes regardent pas vraiment plus loin que le bout de leur nez, de leur faire prendre en compte tout ce qu'il y a autour en leur faisant dire à haute voix ce qui arrive. Et quand je vois que leur bulle, elle n'est pas forcément très grande, moi, je me mets à dire ce que je vois moi. Et ce que je vois, à bien sûr prendre en compte tout ce qui se passe près de la voiture, mais plus loin, attention, on va arriver sur un carrefour, il y a un CD de passage, voilà. Et donc, les gens se rendent compte que effectivement, après, en augmentant cette attention portée à la conduite et cette visualisation, eh ben, la lecture de la route, elle est totalement différente. Et on voit bien plus loin, et du coup, eh ben, toute cette bulle, d'accord, est augmentée, et en même temps, donc, comme disait tout à l'heure Olivier, les apports apportés à ça, c'est que du coup, on ne va plus y avoir d'à-coups, étant donné que vous allez anticiper un petit peu tout ce qui se passe autour de vous. Voilà, Olivier. Alors, deuxième recommandation en éco-conduite, qui est une recommandation du risque routier principal aussi, c'est que on va respecter les distances de sécurité pour augmenter encore une fois cette fluidité de conduite qui évite les tentations d'accélération trop fortes ou de freinage trop fort. C'est-à-dire que
on va donner de la distance avec le véhicule qui est devant pour être moins sensible à son comportement à lui et être plus, nous, en conduite, sur une conduite qui est la conduite qui nous semble normale dans la situation rencontrée. Et comme on est sur une conduite plus fluide et plus souple, on va éviter les consommations trop fortes, inutiles, ou les coupures d'élan, c'est-à-dire freinage parce que la voiture devant freine sans forcément de raison. On va laisser cette distance-là pour fluidifier la conduite. Au niveau du risque routier, en plus, on s'aperçoit que du coup, cette distance de sécurité va nous permettre plusieurs choses. La première, c'est qu'on va réduire l'accidentalité liée aux distances de freinage en cas d'urgence que vous avez avec la voiture de devant, etc. Mais en plus, on s'aperçoit que plus vous maintenez cette distance de sécurité et puis que ça va devenir vraiment une habitude et puis ça va être fluide, moins on subit en vérité la voiture qu'on a devant nous. Plus, quand elle est prête, la voiture, il suffit que la personne elle lève juste le pied puis qu'elle la pose sur le frein, mais sans forcément freiner. Ce qui se passe, c'est que vous allez tout de suite freiner, même si la voiture, en vérité, la distance ne change pas, qu'elle a juste posé le pied sur le frein. Et donc, du coup, on va plus subir cette voiture que vous allez devant. Et en plus, ça va vous apporter d'autres choses. Ça va vous apporter aussi d'autres aspects comme les nids de poules. Si vous avez une distance de sécurité si vous avez une distance de sécurité qui est bonne, les nids de poules, vous allez les voir. Vous n'allez plus les subir. Plus vous êtes prêt, moins vous voyez les nids de poules. Et du coup, vous allez pouvoir les éviter sans donner des coups de volant. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que si la personne devant vous vous envoie des cailloux, comme ça arrive souvent quand il y a ils tombent plus sur les pare-brises. Si vous avez des problèmes dans vos flottes de véhicules de personnes qui ont des pare-brises, 80% du temps, c'est parce que les gens ils roulent trop près. Et donc le caillou il tombe directement sur le pare-brise. Voilà. Ça, il faut le savoir. Voilà. Et en plus, après, les distances sécurité, elles vont aussi vous permettre, quand on est à l'arrêt, à un feu, d'éviter de taper dans la voiture de devant si on vous tape derrière. Et puis, si la voiture devant vous tombe en panne, vous allez pouvoir échapper par la gauche ou par la droite, juste avec votre rayon de braquage, sans avoir besoin de faire une marche arrière. Et ça, ça aussi, c'est très, très important. Pour ça, si vous voulez, il y a des distances qui existent, comme on le dit relativement souvent. Quand on roule, plutôt que savoir calculer, comme on nous l'apprend au code de la route, la chose la plus simple, c'est de se dire, on va se maintenir à 2 secondes de la voiture de devant nous. D'accord? Quand elle passe un point fixe, vous comptez 2 secondes et vous tenez cette distance-là. Et ça s'adapte à toutes les vitesses, de 30 km/h à 130 km/h. Et là, la distance, elle va être bonne. Et puis, quand vous êtes arrêté à un feu rouge, à un stop ou quoi que ce soit, essayez de voir les pneus de la voiture de devant vous toucher le sol. Si vous avez cette distance-là, si vous avez cette vision, la distance avec la voiture de devant est relativement bonne. Voilà. Alors, troisième élément qui peut paraître un petit peu surprenant des fois en éco-conduite, c'est-à-dire, je le disais, l'éco-conduite est une conduite dynamique. C'est une conduite qui est rythmée. En fait, on peut s'appuyer sur des expériences que l'on a pu avoir avec, par exemple, à vélo, où on se rend compte quand on fait du vélo que le rythme et l'inertie nous aident dans la reprise des accélérations que font nos cuisses et nous font moins consommer que si on a une conduite plus saccadée. C'est la même chose pour un moteur. C'est-à-dire que notre moteur, le moteur de notre voiture, plus on est optimisé au niveau rapport de boîte, c'est-à-dire sur la bonne vitesse, et que l'on capitalise l'inertie que l'on a obtenue en accélérant et en levant le pied sans freiner, mais en anticipant la route,
au moins notre véhicule va consommer, au moins notre moteur va consommer et au moins il va polluer aussi, puisqu'on va éviter les efforts d'accélération trop forts. On va aussi en éco-conduite changer plus souvent de vitesse, de rapport de boîte, pour être sur le bon rapport de boîte de redémarrage. Ni trop bas, ni trop haut dans les tours. Et là encore, au niveau du risque routier, il y a des choses qui sont relativement magiques. C'est que quand vous faites ça, donc effectivement, Olivier, tu as raison, on a une conduite qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus apaisante. Et donc, du coup, on n'a pas de problème, on fatigue beaucoup moins, d'accord? Et on augmente le plaisir de conduite, l'attention et aussi la concentration. Mais là encore, je reviens sur votre lecture de la route. Comme on a vu tout à l'heure qu'on va essayer d'augmenter cette fameuse lecture de la route et d'analyse, on vient anticiper pour l'éco-conduite tout ce qui est les défauts de planéité de la route, d'accord? Mais on vient aussi, du coup, analyser la route totalement différent, d'accord? Et on se dit, bah, si on va avoir une petite montée, etc., on va adapter le régime moteur pour éviter de surconsommer, mais aussi, du coup, on va se dire, bah, quand je vais arriver en haut, peut-être que je vais avoir un problème d'horizon. Et donc, du coup, on va se mettre à faire attention à certains autres petits signes qui peuvent nous dire, attention, je vais arriver dans une zone de danger. Vous voyez, à chaque fois, c'est lié, quoi. Alors, un des éléments fondamentaux, et c'est vrai qu'on vient d'en parler aussi dans les quelques exemples, là, c'est l'anticipation. C'est-à-dire d'obtenir une conduite que l'on peut qualifier de sans surprise. En éco-conduite, on essaye de garder un rythme, une fluidité en anticipant énormément les autres véhicules, les autres conducteurs. L'idée est bien de se dire, je suis dans un flux de véhicules qui peut-être roulent comme moi ou peut-être roulent avec des comportements différents. Mais moi, je dois aller toujours chercher à avoir une conduite la plus souple et la plus fluide possible. Et ça s'obtient par énormément d'anticipation. D'anticipation des véhicules qui sont autour de nous, d'anticipation des arrêts obligatoires au feu, au stop, ce type de choses dans la conduite que l'on rencontre. On va énormément anticiper pour réduire les moments où l'on a une consommation et donc une pollution qui ne servent à rien. Cette dernière petite accélération avant d'arriver au feu que l'on rencontre, nous, en formation très souvent, et qui pouvait être évitée et qui pourtant va consommer pendant peu de temps, mais mis bout à bout, suffisamment longtemps pour augmenter la consommation moyenne de 0,2, 0,3 litres au 100 par exemple. Alors, tu as entièrement raison, Olivier, autour de ça. Et au niveau du risque routier, l'anticipation, d'accord, elle évite d'être surpris par la route et par le comportement inadapté des autres personnes. Quand on fait de l'anticipation, en vérité, on se tient donc, comme on le disait tout à l'heure, on a notre distance de sécurité que l'on a avec la voiture de devant. Et anticiper, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que aussi bien sur l'éco-conduite que le risque routier, vous allez vous mettre en coupure d'injection. Donc, coupure d'injection, c'est quand on est en frein moteur et qu'on est mobilisé par qu'on est mobile par le poids du véhicule et non plus par le moteur qui entraîne le véhicule quand on a le pied en l'air. Et grosso modo, ce que on dit souvent à aux personnes que l'on forme, et ben c'est que moi je leur dis quand vous arrivez sur quelque chose où il risque, on est dans une zone de risque ou quoi que ce soit, on va essayer de garder le pied en l'air, d'accord, lever le pied de l'accélérateur au moins pendant 2 secondes et de le mettre tout de suite au-dessus de la pédale de frein. Comme ça, on va au moins gagner sur le temps de réaction lors du freinage. Et sans forcément appuyer dessus, mais au moins avoir levé le pied de l'accélérateur et le poser près du frein. 2 effets. Le premier, on réduit le temps de réaction. Et le deuxième, c'est comme vous êtes sur le frein moteur, d'accord?
comme on l'a dit tout à l'heure, le frein moteur, ça fait quoi? Ça fait de la coupure d'injection. Il n'y a plus que de l'air qui rentre dans votre moteur. Vous savez, vous avez déjà vu la consommation instantanée sur votre tableau de bord. Eh ben, quand vous mettez en consommation instantanée, il y a 0,000 qui est là. Ça veut dire que votre moteur, il consomme rien. Et donc, vous voyez, là encore, la lecture de la route est primordiale et pour le risque routier, pour anticiper en cas de besoin de freinage, pour diminuer donc ce temps de réaction. Et en plus pour l'éco-conduite, parce qu'effectivement, Olivier, comme tu le disais tout à l'heure, on va se mettre en coupure d'injection et donc on va multiplier ces zones où on va rouler sans rien consommer. Alors, un certain nombre d'autres points moins forts, mais importants quand même. On le fait trop peu souvent. Et je dis on parce que je pense que ça concerne énormément de gens. La pression des pneus est importante. Elle est importante en éco-conduite, elle est très importante en risque routier. Elle est importante en éco-conduite parce que, par exemple, pour vous donner un chiffre rapide, 0,2 bar en moins égale 2% de consommation en plus. Sachant que les pneus sont gonflés à d'entre 2,2 et 2,5 bars selon les véhicules, en un mois, on peut perdre très rapidement 0,2 bar. Comme on peut perdre très rapidement beaucoup plus parce qu'on est monté sur un trottoir un petit peu vite, parce qu'on a pris un nid de poule aussi un petit peu rapidement, le pneu va se tordre et va perdre 0,5 bar très très vite. Et là, effectivement, la consommation va monter sans qu'on le voit véritablement, parce que la pression des pneus, c'est quelque chose que l'on ne fait pas habituellement, régulièrement, alors qu'il faudrait la faire tous les mois ou tous les 2 mois. Un élément intéressant par rapport à la pression des pneus sur les roues avant, c'est de lâcher le volant quand on roule et de voir si notre voiture part d'un côté ou de l'autre. Si elle part d'un côté ou de l'autre, c'est qu'on a un pneu qui est sous-gonflé par rapport à l'autre. Alors, ce qu'il faut ajouter à ce que tu as dit, Olivier, c'est qu'on on consomme 2% de carburant en plus quand on a 0,2 bar par pneu. C'est-à-dire que si vous manquez 0,2 bar sur l'ensemble de la voiture, sur les 4 pneus, d'accord, vous consommez entre 6 et 8% en plus. Hein, ça, il faut savoir. Et au niveau du risque routier, d'accord, on optimise la tenue de route et le comportement des véhicules alors, en cas de freinage d'urgence, mais ne serait-ce mais aussi en termes de tenue de route. Il faut savoir que les 4 pneus additionnés sur une voiture, au niveau de la surface de contact, hein, le pneu, c'est la seule chose qui vous maintient en vie quand vous roulez, hein, que ce soit à 30 km/h ou à 130 km/h sur une autoroute, qu'il pleuve, qu'il neige ou sur route sèche. La seule surface qui vous tient, voilà, c'est ça. Les 4 pneus additionnés, c'est l'équivalent d'une feuille A4. Donc, autant que cette surface, elle soit relativement sûre, propre, hein, donc ça, il faut pas négliger à ça. Et puis au point de vue du risque routier aussi, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de personnes qui disent mais moi je fais confiance au tableau de bord de ma voiture. J'ai des témoins dessus. Tant qu'ils sont pas allumés, eh ben je fais rien. Sauf que c'est de la technique tout ça. Il y a des tolérances qui sont là. Et donc pour que votre pneu s'allume, il faut savoir que le témoin que vous avez dans les pneus, ils sont à plus ou moins 10% près au niveau de la fiabilisation de la lecture. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Olivier, un pneu, grosso modo, qui a 2,5 bars dedans en optimal, on parle de pression à froid, hein, pas de pression à chaud une fois qu'on a roulé. Parce qu'une fois qu'on roule plus de 3 km à plus de 30 km/h, il faut rajouter dans votre pneu 0,3 bar par rapport à ce qu'il y a écrit dans la porte ou etc. parce que votre pneu est chaud. D'accord. Et donc, quand vous avez le témoin qui s'allume sur votre tableau de bord, d'accord, c'est que vous êtes à bien en dessous, d'accord, de la pression, étant donné que le témoin a cette fameuse tolérance de plus ou moins 10%. Donc, si votre pneu, vous le gonflez à 2,5 bars, il ne s'allumera que à partir de 2,25. D'accord? Donc, il va perdre
il perdra énormément. Allô? Vous m'entendez toujours? Voilà. Je crois qu'on avait perdu Olivier. Je crois qu'il revient. Voilà, c'était tout pour pour la vérification des pneus au niveau du risque routier et de l'éco-conduite. Faites attention à cet élément et puis surtout faites aussi attention, Olivier a oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est au niveau des changements de température à l'extérieur. Quand vous passez de chaud à froid et de froid à chaud, là aussi la pression des pneus change énormément à l'intérieur. On continue, Olivier? Allez, c'est parti. Moi, j'ai d'accélérer un petit peu pour tenter de rester dans les temps. Une chose qui est importante aussi au niveau de l'éco-conduite comme du risque routier, c'est d'entretenir son véhicule. Un véhicule bien entretenu, il réduit toutes les consommations inutiles. Un filtre à air encrassé va augmenter la consommation puisque le moteur va nécessiter plus d'entrée d'air. Donc, comme il fait l'équilibre, plus d'entrée de carburant aussi. On va éviter les hydrocarbures imbrûlés quand un véhicule fume noir derrière. On va éviter tous ces petits freins qui ne sont pas normaux et qui sont résolus par un bon entretien de son véhicule. Et puis, au niveau du risque routier, déjà, vous avez donc tout ce qui est sécuritaire, d'accord? Alors, c'est vrai que maintenant, vous avez le contrôle technique qui est là et puis qui a durci ces derniers temps. Mais effectivement, on va optimiser le freinage, la tenue de route. Et puis tout ce qui est défaillance réduite, panne sur l'autoroute, etc. Donc, et la panne et le stress et la mise en danger, parce que quand vous êtes en panne sur une autoroute, forcément vous vous mettez en danger. Vous allez sur la bande d'arrêt d'urgence et du coup vous êtes dans une zone de danger, d'accord. Et puis ensuite, il faut pas oublier que dans l'entretien du véhicule, vous avez aussi tout ce qui est la visibilité, votre visibilité, qu'il faut pas oublier. Quand vous freinez, bien vous assurez que la personne qui vous suit vous voit freiner, d'accord. Attention à la hauteur de vos pneus, car c'est pas parce que vous êtes en limite d'usure, mais que vous y êtes pas qu'il faut pas changer les pneus. Il suffit qu'il pleuve un petit peu fort et puis vous allez sentir l'aquaplaning. Et puis il faut savoir aussi quelque chose que les gens oublient, c'est que quand les vitres sont sales à l'intérieur, ils sont beaucoup plus sensibles à tout ce qui est la buée. Donc, une mauvaise visibilité que vous avez autour de vous. Voilà. Un élément qui est important et que l'on va donner toujours en éco-conduite comme en risque routier, c'est de respecter le code de la route. En fait, on peut s'interroger à des moments sur pourquoi ici on a cette contrainte-là de limitation de vitesse ou d'arrêt obligatoire à un moment donné alors que l'on ne voit pas l'intérêt. En fait, les panneaux ne sont jamais posés par hasard. C'est-à-dire que si on a une contrainte, c'est pour une bonne raison qui a été analysée par des services a priori compétents pour éviter une suraccidentalité. Et quand on respecte le code de la route, on réduit les consommations inutiles liées, comme on revient au début, à des à-coups qui font des coupures d'élan où l'on va freiner sans raison parce qu'on va arriver trop vite à un endroit où les limitations nous avaient dit de ne pas arriver trop vite. Donc, en respectant le code de la route, on gagne encore en fluidité. Et puis, au niveau du risque routier, on va réduire les mises en danger inutiles, des virages très courts, des routes qui sont un petit peu trop joyeuses, etc. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais avec un stagiaire qui me disait, mais regarde, quand on sort de cette voie rapide et puis qu'on en reprend une autre, regarde, la route, elle est aussi large, aussi grande que la voie rapide sur laquelle on était quand on était sur la bretelle. Et il me dit, je vois pas pourquoi est-ce que je baisse ma vitesse de 110 à 70 km/h. Et je lui dis, mais est-ce que tu vois de la même chose?
d'accord? Il y avait des défauts de visibilité, des piliers de pont et puis des virages dangereux, ce qui fait que eh ben, votre visibilité, plutôt qu'être à 150 ou 200 mètres devant vous, elle était à peine à 40 mètres à cause des virages, etc. Donc oui, la route était aussi large, etc. Mais simplement, le défaut de visibilité dû à l'environnement eh ben, était beaucoup plus présent. Donc, effectivement, quand on baisse la vitesse, eh ben, faut y faire attention. Il y a un tas de facteurs qui sont analysés et effectivement, oui, on réduit et l'éco-conduite et le risque routier en respectant un certain nombre de choses au niveau du code de la route. Alors, juste une petite précision en forme de clin d'œil sur ces notions-là d'éco-conduite et de risque routier, qui est une évidence pour nous, c'est que pour apprendre l'éco-conduite et pour apprendre la prévention du risque routier et pour pouvoir mettre en œuvre ces recommandations par la suite, les mises en situation doivent se faire sur route ouverte. Donc en situation réelle de conduite, avec des autres véhicules autour de nous, avec les contraintes de la météo, avec les contraintes des piétons en ville, avec les contraintes des vélos, avec toutes ces contraintes-là en voiture, pour bien comprendre ces notions-là, il faut les vivre. Et quand on est en situation réelle sur route ouverte, on va pouvoir effectivement mesurer les consommations et les économies réalisées en situation réelle. Au niveau des risques routiers, on évite de faire croire aux gens, du coup, d'accord, qu'ils sont devenus des pilotes. Le danger ou les dangers, ils ne sont pas improvisés quand on les a sur la route de tous les jours. Ils sont présents, ils sont inattendus. Et ça, il faut faire très très attention à ça. Et de se dire que je sais le faire maintenant parce que je l'ai fait une fois sur circuit, et ben ça, c'est encore plus dangereux que tout. Cette surconfiance que l'on a en nous, on n'est pas devenu des pilotes. Hein. Et donc ça, et ben des fois, c'est pire que tout. Il y a des gens qui disent, bah, parce qu'ils ont fait un stage, ils savent conduire vite. Il y a des gens qui disent, bah, parce que j'ai fait un stage, je sais faire des têtes à queue. Bah, peut-être qu'ils savent faire un tête à queue sur une route où il y a un endroit pour faire un tête à queue, sur une route qui est mouillée sur 100 mètres. Mais je peux vous dire que quand votre voiture est part et que vous avez mal à analyser la route et que vous vous êtes pas dit, bah tiens, là, je risque d'avoir quelque chose, eh ben la voiture, elle part, hein, vous la rattrapez pas. Les pilotes, ils analysent tout hein, avant de faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ils font des reconnaissances, qu'on appelle des zones de reconnaissance. Parce qu'ils savent, la voiture, comment elle va se comporter à tel endroit et tel endroit. Quand vous prenez la route, vous ne reconnaissez pas la route. Hein. Pensez la connaître, mais c'est tout. Quoi. Alors, pour boucler sur ce qu'on vient de dire, effectivement, sur ce comparatif-là, vous allez trouver sur notre site un certain nombre de choses qui présentent nos formations. Alors, je vais vous le partager si jamais ça veut bien. Impeccable, Olivier. Voilà, quelle maîtrise parfaite de l'informatique. Donc, sur notre site, vous avez toutes les offres, toutes les propositions que nous faisons en termes de formation, où l'on va être sur des propositions d'entreprise. Là, vous pourrez aller voir qui l'on est, ce que l'on fait, et ainsi de suite, en général. Ici, toutes les formations qui abordent la partie éco-conduite, toutes les parties qui traitent de la prévention du risque routier avec les diverses possibilités d'intervention entre des formations théoriques, des formations sur simulateur de conduite pour le risque routier, des formations un peu plus collectives que l'on peut avoir. Toutes ces offres-là sont regroupées sur notre site. N'hésitez pas à venir dessus pour effectivement aller chercher un certain nombre d'infos et surtout, n'hésitez pas à nous consulter pour qu'on puisse voir avec vous quelle est la meilleure organisation de formation possible
en fonction de votre structure, de vos contraintes, des contraintes de votre personnel, des contraintes horaires, de conduite, ainsi de suite. On trouve des solutions, on adapte nos modules et nos interventions aux contraintes de nos clients. Ouais, on essaye de pas déranger votre production, quelle qu'elle soit. Et donc, effectivement, on est relativement souple. Bah, écoutez, si vous pensez que il y a vraiment des contraintes qui ne sont pas dérogeables dans votre société, bah, effectivement, jusqu'à présent, on a toujours réussi à adapter ce qu'on faisait au niveau des sociétés. Alors, au niveau de la suite, courant juin, le mois prochain, on n'a pas encore défini la date, on va vous proposer un second webinaire sur l'impact de la loi climat et résilience sur les flottes d'entreprises. Il faut savoir que cette loi a été votée en première instance au début mai. Elle va revenir début juin pour être validée totalement suivant les amendements qui ont été faits. Et donc, elle va impacter énormément tout ce qui est flotte d'entreprise, que ce soit public ou privé. Hein. Il va falloir, en même temps, on va regarder tout ce qui est verdissement de la flotte, les obligations à l'éco-conduite et puis les obligations qui vont être écrites aussi à tout ce qui est les formations sur certains types de véhicules. Mais en même temps, on va essayer de décrypter d'autres lois qui seront là et qu'il va falloir prendre en compte dans les mêmes temps, qui sont la loi montagne et tout ce qui est les zones à faible émission pour les véhicules que vous devez louer ou acheter prochainement pour éviter, si vous voulez, que vous soyez embêté avec un véhicule qui ne puisse plus rentrer dans ce qu'on appelle les ZFE. Voilà. Et donc à ce sujet, et puis pour clore un petit peu cette première partie qui est la présentation et puis la différence entre l'éco-conduite, les apports de l'éco-conduite et du risque routier ensemble au niveau de l'éco-conduite, on va vous poser une question. Et si vous êtes intéressé pour que l'on vous contacte pour regarder au niveau de ces formations ce qui est utile de faire chez vous, si on peut répondre à vos besoins au niveau de l'éco-conduite ou du risque routier. Bah, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que vous nous le faites savoir en nous envoyant un mail directement sur notre mail contact qui est contact@nouvelleroute au singulier avec le tiré du 6 entre nouvelle et route.fr. Voilà, Olivier, je suppose que tu vas l'avoir, tu vas l'afficher. Je ne l'ai pas en affichage, non. Ok, bon, voilà. Mais on le trouve, vous pouvez aussi passer par les formulaires de notre site sur lesquels vous avez effectivement l'envoi direct sur cette adresse mail-là. Voilà. Donc maintenant, l'idée, on a été un petit peu long, pardon. L'idée maintenant, c'était de répondre à vos questions si vous en avez par intermédiaire du chat. Je suivais en même temps qu'effectivement, il y a eu des problèmes de connexion. Désolé. On est à votre écoute sur des questions là. Je vois qu'il y a eu une remarque d'une personne sur le pied sur le frein dans une zone sensible sur autoroute. Effectivement, c'est une des premières recommandations de la prévention du risque routier, c'est que dès qu'on entre dans une zone effectivement sensible, on n'a pas forcément une obligation de freiner, mais on a une obligation de mettre le pied devant le frein, prêt à freiner. On va gagner, en faisant ceci, on va gagner le temps de réaction. Le temps de réaction qui peut être entre une demi-seconde et une seconde par personne, et ce qui fait une distance selon la vitesse qui peut être assez longue, qui va se compter en 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. Donc, la sécurité, c'est effectivement, quand on arrive sur une zone où on sent qu'il peut y avoir un danger, on passe
son pied droit de l'accélérateur devant le frein, prêt à freiner. Il y a une question de Catherine qui nous dit quelle éco-conduite pour un véhicule électrique et hybride. Alors, effectivement, il faut bien savoir que il y a de l'éco-conduite à faire énormément au niveau des véhicules hybrides ou électriques. Et cette éco-conduite, elle va être en plus, elle va être double. La première, elle va vous permettre de moins consommer. Et la deuxième, on va vous permettre, si vous voulez, en vous apprenant réellement à bien vous servir du véhicule électrique, on va vous permettre de réaliser, de vous approcher, d'accord, des consommations constructeurs et puis de l'autonomie constructeur. D'accord, de pas faire 200 km quand il affiche 320 km d'autonomie, mais de vous approcher de ces 300, 310 km en vous faisant bien régénérer les véhicules, d'accord, et puis en vous évitant de surconsommer à des moments où vous n'en avez pas besoin, où effectivement l'éco-conduite a un vrai attrait autour de ça. Pour la question, puis après Olivier, je te laisserai répondre aux autres. Est-ce que les véhicules à boîte automatique sont-ils éco-responsables? Alors j'ai envie de vous dire oui. Pour ma part, je pense que oui, parce que les véhicules automatiques passent relativement bien les rapports. Quand on regarde aujourd'hui toutes les nouvelles boîtes robotisées qui sont là, les rapports se passent d'une manière souple, très bien, et en plus, ils adaptent le passage des rapports à votre type de conduite. Donc, j'ai envie de dire oui, et pour l'éco-conduite, et pour l'entretien du véhicule aussi, car on s'aperçoit aujourd'hui que avec un embrayage automatique, parce que même sur les voitures automatiques ou à boîte séquentielle, il y a des embrayages. Les embrayages durent beaucoup plus longtemps et en plus les moteurs, ils sont moins maltraités. Ils durent beaucoup plus longtemps car le véhicule justement est toujours optimisé dans ces régimes en fonction de la façon dont vous conduisez. Donc oui, c'est éco-responsable. C'est encore une aide en plus qui vient arriver. Voilà. Petite réponse à la question de est-ce que ces mesures fonctionnent quel que soit le type de véhicule, léger, citadine, SUV? Oui. L'éco-conduite se pratique sur tout type de véhicule, que ce soit des véhicules légers, du poids lourd, des bus. Nous formons, aussi surprenant que ça puisse paraître, nous formons beaucoup sur bennes à ordures ménagères. Les bennes à ordures ménagères qui s'arrêtent, qui redémarrent, qui s'arrêtent, qui redémarrent. Là, on va avoir une action de l'éco-conduite qui va permettre de réduire la consommation, non pas en moyenne de 15%, mais plutôt aller avec des véhicules, si on a des véhicules un petit peu anciens, plutôt aller sur du 30 ou 40% de réduction, parce qu'effectivement, on va pouvoir travailler énormément l'anticipation. Et petit point de précision aussi sur tout ce qui est SUV. Oui, puisque ces véhicules sont le plus souvent plus lourds. Donc, il faut plus d'énergie pour les déplacer. Et donc, du coup, l'éco-conduite va réduire les temps où l'on utilise de l'énergie. C'est-à-dire qu'on va augmenter les temps où l'on ne consomme pas. Donc, effectivement, les retours vont être aussi plus forts. Et les notions de citadine aussi, puisque c'est en ville que l'on économise le plus. Je pense qu'Olivier, on a fait un petit peu le tour de la question. Je pense, je remonte sur les questions, mais j'en vois pas d'autres. Est-ce que des gens ont d'autres questions? Ah, Florian est en train. Non. Ah, merci Florian. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, merci pour votre participation, merci pour votre écoute. Nous, on reste bien évidemment à votre disposition pour effectivement échanger avec vous sur les apports de l'éco-conduite, sur effectivement
peut-être ce que l'on peut vous apporter en formation dans le cas de vos structures. On souhaite à tous une bonne journée. Et puis voilà, à l'écran, vous avez conduire écologique, c'est conduire économique. Ce sont les deux. Merci pour votre attention. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas le mois prochain, si ça vous intéresse, sur le même format, ce nouveau webinaire autour de la loi de l'homme et de tout ce qui est la loi climat et les flottes sur les flottes d'entreprise. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.